Bonjour à tous. Un titre à la une de ce journal de l'Afrique, la Tunisie de nouveau frappée par le terrorisme. Un bus de la garde présidentielle était visé. Il y a 12 morts, 17 blessés. Le président Béji Caïd Essebsi décrète l'état d'urgence pendant 30 jours. Un couvre-feu est imposé de 21h à 5h du matin. Les dernières informations et l'analyse de notre invitée Sophie Bessis. L'explosion est un acte terroriste. Il y a 12 martyrs et 17 blessés. Ce sont les premiers mots du porte-parole du ministère de l'Intérieur en Tunisie. L'explosion s'est produite en fin d'après-midi sur l'avenue Mohamed V. C'est l'une des principales artères de Tunis. Le Premier ministre s'est rendu sur place. Les images avec Loubna Anaki. Une explosion suivie d'un incendie en plein cœur de Tunis. L'attentat a eu lieu à quelques mètres de l'avenue Mohamed V, l'une des plus fréquentées de la capitale tunisienne. Sa cible, un bus de la garde présidentielle. Il transportait la relève, une trentaine de militaires. Alors, aux alentours de 5h30, 6h moins le quart, une déflagration assez violente, à la suite de quoi il a fallu un petit moment pour que tout le monde sache exactement où s'était produite l'explosion. Sur ces premières images diffusées par la télévision tunisienne, on voit l'important dispositif de secours déployé ce soir. Le centre de Tunis est pourtant a priori l'une des zones les mieux protégées du pays. S'agit-il d'une action kamikaze ou y avait-il une bombe à bord du bus? Aucune certitude pour le moment. Voilà, et notre correspondant Sandro Luiten se trouve à proximité du lieu de l'attentat. On écoute son témoignage. Ce que nous savons de plusieurs sources, c'est qu'il s'agirait donc d'un kamikaze. Un kamikaze qui potentiellement aurait été dans le bus, donc au sein de la garde présidentielle. Je viens de jeter un œil au bus, j'y étais juste à côté. Il y a un énorme trou dans le toit du bus. Donc tout ceci indique que l'explosion serait venue donc de l'intérieur du bus. Encore aucune véritable confirmation officielle en dehors du bilan provisoire, qui est donc de 12 victimes. On n'en sait pas plus non plus sur le groupe responsable pour ces attaques, car aucune revendication n'a été publiée ni sur les réseaux sociaux ni autre part. Deux groupes sont présents en Tunisie, Al-Qaïda au Maghreb islamique à travers un groupe qui s'appelle Katiba Okbay bin Nafa, un groupe qui a ciblé de manière répétitive les forces de l'ordre depuis 3 ans. Et puis d'un autre côté, Daesh, l'État islamique, réparti en plusieurs cellules dormantes et qui ont ciblé les touristes étrangers au Bardo en mars et puis à Sousse en juin. Alors pour le moment, pas encore plus de détails là-dessus, mais on en attend d'ici sous peu car l'enquête est ouverte. Et le président tunisien est intervenu dans la soirée à la télévision. Il décrète l'état d'urgence et impose un couvre-feu dans le Grand Tunis de 21h à 5h du matin. On écoute Béji Caïd Essebsi. Je déclare l'état d'urgence pour 30 jours en conformité avec la loi et j'impose le couvre-feu à Tunis à partir de ce soir, 21h jusqu'à 5h du matin. Le Conseil de sécurité va se réunir ce mercredi et prendra les décisions nécessaires. La Tunisie qui vit avec la menace et avec les attaques terroristes depuis la fin de la Révolution. On revient sur les principales dates avec Nicolas Germain. La Tunisie est régulièrement frappée par des groupes djihadistes. Le 6 février 2013, l'opposant anti-islamiste Chokri Belaïd est assassiné. Un meurtre qui provoque une profonde crise politique et la chute du gouvernement dirigé par les islamistes d'Ennahda. Le 25 juillet 2013, le député anti-islamiste Mohamed Brahmi est à son tour assassiné. Un an plus tard, 15 soldats sont tués sur le mont Chambi. Mais les attaques les plus meurtrières ont eu lieu cette année. Le 18 mars, l'organisation État islamique revendique l'attentat contre le musée du Bardo qui fait 22 morts, dont 21 touristes étrangers. C'est la première fois que des étrangers sont visés en Tunisie depuis 2002. Le pire attentat a lieu le 26 juin devant un hôtel près de Sousse. Il est revendiqué par le groupe État islamique qui a des cellules situées chez le voisin libyen. Selon les experts, les djihadistes visent la Tunisie car c'est le pays le plus démocratique parmi ceux qui ont connu le printemps arabe. Mais c'est aussi le plus grand pourvoyeur de djihadistes en Syrie et en Irak. Voilà, et l'attaque de ce mardi visait les Tunisiens et plus précisément la garde présidentielle. Évidemment, ça pose beaucoup de questions sur la sécurité du président et sur l'état des forces de police. Écoutez l'analyse de Sophie Bessis, historienne, chercheure associée à l'IRIS. C'est une attaque qui, me semble-t-il, est un petit peu différente de celles qui malheureusement ont précédé, puisqu'il est évident que l'attaque du Bardo
en mars et l'attaque de Sousse en juin étaient essentiellement dirigées contre des touristes, contre des étrangers et avaient pour but à la fois de frapper des symboles de la pluralité tunisienne et également de mettre à terre une des principales activités économiques de la Tunisie, ce qui a été d'ailleurs une réussite puisque le tourisme a été une bérésina, la saison a été extrêmement mauvaise. Cette fois-ci, je crois que à la fois vous avez une continuité puisque malheureusement, malgré les mesures qui ont pu être prises, eh bien, cela montre que la Tunisie est loin d'être à l'abri des attentats, loin de là, d'autant que il y a eu des attentats moins médiatisés, mais qui n'ont cessé d'avoir lieu. Mais c'est quelque chose de nouveau tout de même, c'est-à-dire que c'est un bus de la sécurité présidentielle qui vient d'être attaqué. Alors on ne sait pas encore si c'est une bombe qui était à l'intérieur du bus ou un kamikaze. Enfin, ça pose quand même de sérieux problèmes dans la mesure où un bus de la sécurité présidentielle, c'est ce qu'il devrait y avoir de plus sécurisé dans le pays tout de même. Alors à partir de là, on peut se poser un certain nombre de questions. Quel est l'état de la police, quel est l'état des forces de l'ordre, quel est l'état des services de renseignement, y a-t-il des djihadistes infiltrés à l'intérieur des forces de l'ordre? Donc je crois que ça ouvre un abîme vertigineux de questions tout de même. Donc là, il semblerait qu'on ait passé d'un autre côté. Et autre chose également, c'est que, et excusez-moi de mettre des tas de guillemets parce que les attentats précédents étaient épouvantables, mais là, les Tunisiens vont se dire, c'est chacun de nous, un petit peu la différence entre Charlie et les attentats du 13 novembre en France, toute proportion gardée, si vous voulez. C'est-à-dire que les attentats contre Charlie, contre l'hypercacher, étaient des attentats ciblés contre des populations particulières. L'attentat du 13 novembre, c'est vous et moi. Quelles sont les pistes que l'on peut évoquer ce soir? On pense évidemment à l'État islamique, il ne faut pas oublier Al-Qaïda. Oui, vous savez, tout cela, ce sont un petit peu, me semble-t-il, des arguties. Il est évident que vous avez plusieurs groupes djihadistes en Tunisie qui se réclament d'obédience, qui ne sont pas forcément les mêmes, mais enfin, le résultat est quand même rigoureusement identique. Ce que l'on peut dire, c'est que l'État islamique est tout près. Il est à 80 km ou 100 km des frontières tunisiennes. N'oubliez pas l'état de chaos dans lequel se trouve la Libye. Et tout le monde sait, malgré les efforts pour les sécuriser, que les frontières tuniso-libyennes sont extrêmement poreuses, poreuses aux hommes, poreuses aux armes, poreuses à tous les trafics, donc tout peut entrer. Les frontières algéro-tunisiennes sont moins poreuses, mais ne sont pas étanches, puisqu'on sait que chaque fois qu'il y a eu des attaques djihadistes ou les maquis djihadistes du Mont Chambi, eh bien, on a toujours trouvé également des terroristes venant d'Algérie dans ces attaques. Donc, il n'y a pas encore de revendication, mais en définitive, aurais-je tendance à dire que ce soit Al-Qaïda ou que ce soit l'État islamique, ça ne fait pas une différence fondamentale. Alors, sachez qu'une réunion du Conseil de sécurité nationale est prévue ce mercredi matin en Tunisie. On en vient ensuite de l'attentat de vendredi à Bamako, au Mali. Les gendarmes français ont présenté les derniers éléments. 2 fusils d'assaut retrouvés à proximité des terroristes de l'hôtel Radisson. Le bilan a été réévalué à 20 morts. Au moins 3 complices présumés sont actuellement recherchés. Ebola, de retour au Libéria. Le pays avait pourtant déclaré la fin de l'épidémie début septembre. Cette fois, c'est un adolescent de 15 ans qui a succombé. 2 membres de sa famille ont été testés positifs. L'Organisation mondiale pour la santé estime que le virus persiste dans le corps de certains survivants. Cela expliquerait sa résurgence. Toujours en bref, il y a 50 ans, Joseph Désiré Mobutu s'emparait du pouvoir en République démocratique du Congo. Un coup d'État qui débouchera sur un long règne, 32 ans, jusqu'en 1997. Le général mènera le pays d'une main de fer, pays d'ailleurs qu'il rebaptisera République du Zaïre. C'est la rébellion menée par Laurent Désiré Kabila qui le poussera à l'exil. Il décède quelques mois plus tard au Maroc. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Je vous retrouve demain. Excellente soirée.